Rebonjour. Donc, nous enchaînons avec la 13e séance de ce colloque, cette 13e séance étant intitulée Effets sédatifs de l'audition de séquences monodiques modales versus harmoniques tonales. Cette séance est présidée par le professeur François-Xavier Vray, qui est directeur de l'Institut de musicothérapie de Nantes, coordinateur pédagogique du diplôme universitaire de musicothérapie à la faculté de médecine de Nantes. Voilà, merci de bien vouloir présider cette séance. La parole est à vous, monsieur Vray. Voilà, je vous remercie. Et puisque j'ai cette chance-là de présider à cette séance qui justement va montrer un peu la mise en œuvre très concrète de ce travail dont il est question depuis 2 jours, et aussi de pouvoir faire cette comparaison, si elle peut être faite effectivement, entre des essais thérapeutiques, disons, appelons-les comme cela, entre des séquences monodiques, modales, et puis des versus en fait de la musique harmonique tonale. Donc on va commencer tout de suite sans tarder avec l'intervention de Madame Karine Abou Khaled, qui est médecin, neurologue spécialisé dans l'épilepsie et maître de conférence donc à la faculté de médecine de l'université Saint-Joseph à Beyrouth, et présidente de l'association Epsilon, qui en fait se penche sur les problématiques de l'épilepsie précisément. Alors je vous laisse la parole, Madame Karine. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à Nida, surtout qu'on a collaboré ensemble et à la réussite de ce projet. Donc, juste une information qui est très importante. Jusqu'à ce jour, donc malgré le développement pharmacologique des antiépileptiques, il y a 30% des patients qui ont une épilepsie qui sont réfractaires au traitement. C'est-à-dire, malgré l'utilisation de 2 ou 3 antiépileptiques, ils continuent à faire des crises. Alors là, on pense peut-être, est-ce qu'il y aurait d'autres façons qui puissent les aider? Par exemple, pourquoi pas la musique? Donc, on a commencé à un peu explorer l'effet de la musicothérapie, l'effet de la musique sur le cerveau. Ceci a été exploré depuis le début des années 90, qui a été prouvé par plusieurs études, les études taïwanaises, les études par les équipes de Hugh et Lin. Plusieurs compositions ont été investiguées, notamment la musique de Mozart, surtout le K448. L'effet bénéfique sur l'épilepsie, donc l'effet de la musique, a été prouvé à court terme et à long terme. Et quand on parle d'effet, donc ce qui est important pour nous en tant que cliniciens et pour les patients, voir si la musique va aider à diminuer la fréquence des crises, à diminuer les décharges des épileptiques à l'EEG. Alors, on a pensé quels peuvent être les mécanismes d'action. Il y a plusieurs théories concernant les mécanismes d'action. La musique, c'est beau, ça relâche les muscles, il y a un effet direct de relaxation sur le cerveau, mais aussi il y a les activations d'autres neurorécepteurs et d'autres mécanismes dans le cerveau. Donc, quels sont ces mécanismes? En premier, il y a l'activation dopaminergique, parce qu'on sait que la musique stimule la sécrétion de la dopamine et ça donne une augmentation de l'expression des récepteurs de la dopamine dans le cerveau. Il y a aussi la théorie des neurones miroirs. C'est la régulation de l'activité neuronale par une relation directe entre le stimulus auditif et le cortex moteur, qui fait que, par exemple, quand on entend une musique qui est sympathique, qui est joviale, automatiquement, on a notre corps qui danse, on a une gestuelle, il y a les mains, les pieds, donc des mouvements et de multiples structures corticales qui peuvent s'activer. Donc, suite à ce stimulus musical, il y a des activations qui ont été prouvées au niveau du cerveau, notamment au niveau du côté droit, l'hémisphère non dominant, le gyrus de Heschel à droite, le gyrus temporal supérieur et les régions frontales, mésiales,
de même les neurones frontopariétaux. Une autre théorie qui est intéressante, c'est la théorie de la résonance. Là, à droite, vous voyez ici les différentes couches du cerveau, le néocortex, et vous voyez l'organisation, donc comment les cellules au niveau du cerveau, elles sont organisées de manière très jolie en fait, et c'est très proche aussi, structurellement, c'est proche de la musique de Mozart. C'est ce qui fait que ça peut entraîner un effet de résonance, et quand on a cette similitude qui est parfaite, peut-être ça va aider à supprimer toute activité électrique, nerveuse, surnuméraire. Les autres hypothèses qui sont intéressantes pour nous, surtout en tant que médecins, c'est l'activation du système parasympathique. Je crois que vous avez entendu parler du nerf vague. C'est un nerf qui s'appelle vague parce que ses connexions dans le cerveau sont très vagues. Donc, comme vous voyez, partout, d'accord? Donc, ce nerf parasympathique, c'est un nerf, par exemple, qui connecte le système digestif au cerveau, qui a plusieurs fonctions, le système cardiaque. C'est un nerf qui a été aussi exploité en neurologie parce que les personnes qui ne peuvent pas avoir une chirurgie d'épilepsie, disons qui ont une épilepsie qui est multifocale ou bien une épilepsie qui intéresse une région du cerveau qu'on ne peut pas réséquer, on leur implante cette sorte de batterie, c'est comme un pacemaker, okay, qu'on appelle un stimulateur du nerf vague. Et ce stimulateur du nerf vague, ça aide à contrôler les épilepsies par l'effet, plusieurs effets qui sont encore méconnus pour la médecine, mais c'est aussi par l'activation de certains récepteurs et de certaines connexions à l'intérieur du cerveau. Donc, on se demande, est-ce que la musique pourrait avoir un effet similaire par activation du système parasympathique? Aucune étude, en fait, n'a démontré si l'effet de la musique est un effet qui est universellement maintenu et s'il existe dans différents, et s'il est le même, quelle que soit la culture et le background. La présente recherche a été entreprise afin d'étudier d'une manière comparative l'effet à court terme sur les décharges épileptiques de l'écoute du K448 et d'une séquence musicale monodique, modale, artistique, traditionnelle du Mashrek chez des enfants et des adolescents libanais qui souffrent d'épilepsie. Pourquoi a-t-on choisi cette musique? En fait, c'est Nida qui a proposé cette similitude de point de vue musicologique, et ça a été choisi vu la complexité grammatologique musicale, la fluidité attractive et surtout ce caractère ludique, ce caractère juvénile qui est très proche de cette musique à comparer avec la musique de Mozart. Et on l'a extrapolé, et c'est la danse pharaonique du violoniste syro-égyptien Sami Chawa qui a été adoptée. Donc là, je vais vous exposer dans les dizaines de minutes qui suivent les résultats de cette étude qu'on a fait, qui a consisté à comparer l'effet de la musique de Mozart et l'effet de la musique orientale de Chawa. Les objectifs de l'étude, en premier, il s'agissait d'étudier l'effet à court terme sur le EG, donc sur les décharges épileptiques chez ces enfants. Deuxièmement, étudier l'effet sur le rythme cardiaque. Troisièmement, voir si cet effet est différent, donc en comparant ces deux musiques, sur le rythme cardiaque, sur les décharges épileptiques et d'autres paramètres cliniques chez ces enfants-là. L'étude était une étude prospective. Bien sûr, elle a été approuvée par le comité d'éthique de l'Université Saint-Joseph. On a eu des fonds de recherche de l'USJ et de l'Université Antonine. Le consentement a été signé par le représentant légal des enfants. On a effectué l'étude au laboratoire de EG de l'Hôtel Dieu de France. Et on a la population, donc c'était des enfants qui sont âgés
âgés de plus que 6 ans qui sont connus avoir une épilepsie et on leur a fait un EEG prolongé et on leur a fait écouter. Voilà la musique de Mozart. Une sonate en ré majeur pour 2 pianos. Ça, c'est le 448. À comparer avec la musique de Shawa, Raqsat Bint al-Firaoun. C'est une musique assez agréable. Bon, je crois que ça suffit et peut-être Nida pourra mettre à votre disposition l'intégralité des 3 minutes de ces compositions. Donc, ce qui est intéressant, donc après que les enfants aient eu leur EEG, on a eu une lecture indépendante à l'aveugle par 2 lecteurs, moi-même et Dr Assabar, une collègue neuropédiatre à l'Hôtel Dieu. On a compté manuellement les décharges et la fréquence cardiaque sur 8 ans. Là, je vous montre, je vais un peu vous expliquer c'est quoi le EEG. Donc ça, c'est une page de EEG. Là, vous avez 12 secondes. Entre chaque 2 traits, c'est 1 seconde. Tout ce qui est en bleu, c'est le côté droit du cerveau. En rouge, c'est le côté gauche. Donc F, c'est frontal, T, temporal. Donc on est en train de vous montrer l'activité électrique, donc au niveau du neuronal cérébral, qui est amplifiée. OK. Et en bas, vous voyez ici, en rouge, vous avez l'ECG. Donc, simultanément aux décharges, donc à l'EEG, on a un enregistrement ECG. Par exemple, là, j'ai 1, 2, 3 décharges. J'ai 3 décharges en 12 secondes. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a compté manuellement ces décharges sur 8 ans. Donc, on a choisi 1 minute au début de l'EEG, 1 minute avant la première séquence, 1 minute durant exactement. On ne savait pas exactement comment était l'ordre d'écoute de ces musiques-là. Les résultats, on a eu 47 enfants qu'on a recrutés. Alors, je vous rappelle, donc, ce sont des enfants. Certains enfants ont une agitation, certains ont une hyperactivité. Parfois, c'est très difficile de convaincre un enfant de rester pendant 1h30 sous EEG et écouter ces musiques. Et ce qui est encore plus difficile, c'est de garder le même état de vigilance durant l'écoute de la première séquence et l'autre. Ce qui fait que si l'état de vigilance, par exemple, l'enfant était endormi quand il a écouté la première séquence, il était en même temps, et ils ont été exclus. Ceux qui avaient peu de décharges épileptiques ont été aussi exclus. Donc, à la fin, on a retenu 28 enfants, 16 filles et 12 garçons, âgés entre 6 et 15 ans. Il y a 17 qui avaient une épilepsie de type focal, 8 qui avaient une épilepsie généralisée et 3 qui avaient un type d'épilepsie, qui avaient les 2 genres de crise ou bien 2 types de foyers à l'EEG. 18 enfants avaient une IRM qui était normale. Donc, en premier, je vais vous exposer l'effet de la musique à court terme sur les décharges épileptiques. Ce qu'on a démontré, c'est que la musique a diminué le nombre de décharges épileptiques dès le début de l'écoute. Alors là, vous avez sur ce schéma, en haut, Shawa suivi de Mozart, et en bas, Mozart suivi de Shawa. On a remarqué que, quel que soit l'ordre d'écoute des séquences, ça n'a pas influé les résultats. Il y a eu une diminution du nombre de décharges épileptiques dès le début de l'écoute. Donc, tout de suite, dès qu'ils ont commencé à écouter la musique, on a eu un effet direct sur le nombre de décharges épileptiques à l'EEG avec une valeur P qui est significative. Deuxièmement, l'effet sur le rythme cardiaque. Pourquoi est-il important de voir l'effet sur le rythme cardiaque? Je vous rappelle une des théories qu'on avait proposées, la similitude avec le nerf vague. Peut-être la musique en
en stimulant ce système parasympathique, pourrait jouer un rôle identique au stimulateur du nerf vague. Donc l'effet, il a été démontré, il était démontré à tout moment, donc dès le début de l'écoute, au courant et après, à la fin de l'EEG. Et on a pu voir qu'il était surtout proéminent après l'écoute de la musique et avant la fin de l'enregistrement. Donc il y a eu un ralentissement du rythme cardiaque chez ces enfants-là. Maintenant, regardons s'il y a un effet significatif selon le sexe de l'enfant. Donc, il n'y a pas d'effet significatif, que ce soit fille ou garçon, on a obtenu le même effet. Donc, et c'était en fait positif de voir des résultats dans cette direction-là. Ces enfants, certains prenaient plus que 3 antiépileptiques en même temps, mais quel que soit le nombre d'antiépileptiques et le type d'antiépileptique, ça n'a pas eu un effet statistiquement significatif sur nos résultats. Donc là, vous voyez les différents médicaments que les enfants prenaient. Il y a certains médicaments qui sont plus utilisés dans les épilepsies généralisées que partielles ou vice-versa, mais bon, quel que soit le résultat, on n'a pas trouvé de différence significative. Maintenant, que serait-ce à propos du type d'épilepsie? Certains enfants ont une épilepsie symptomatique, ils sont nés avec, disons, une malformation cérébrale, un kyste, ils ont un syndrome génétique, mais on n'a pas d'effet significatif selon le type d'épilepsie. Donc, que ce soit une épilepsie symptomatique avec une IRM normale ou une IRM anormale, ou que ce soit une épilepsie bénigne, il n'y a pas d'effet selon le type d'épilepsie. Finalement, la question qui était intéressante, surtout pour moi, je tenais en fait à voir si les patients, les enfants, qui ont un foyer épileptique à droite, serait différent du foyer gauche, parce qu'on sait que le côté, l'hémisphère cérébral droit, c'est l'hémisphère artistique, c'est l'hémisphère qui, des fois, dans les épilepsies réflexes, qui sont, par exemple, stimulés par un stimulus sonore et ils sont plus activés. Mais en fait, on avait un nombre assez restreint, l'échantillon était petit. C'est pour ça qu'on n'a pas pu identifier un effet significatif important. Donc, on avait 6 enfants dans le groupe latéralisé à droite, 8 enfants dans le groupe à gauche, et il y a 14 enfants qui n'avaient pas de latéralisation précise du foyer épileptique. Mais quand même, on a vu une tendance à avoir une diminution, que ce soit de la fréquence cardiaque, comme vous voyez dans ce premier graphe, ou l'EEG. Okay. Quand le foyer était à droite, on avait une tendance à avoir une diminution de la fréquence cardiaque et du nombre de décharges épileptiques, mais ça n'a pas atteint une valeur significative pour vraiment le prouver. Peut-être si on inclut un échantillon plus grand de patients, on va pouvoir mettre ça en valeur. Donc, finalement, notre étude a prouvé que la musique, c'est un moyen, bien sûr, qui n'est pas pharmacologique, qui est adjuvant, qui est agréable, bénéfique chez les patients qui ont une épilepsie, en particulier le groupe pédiatrique qu'on a eu. Pour la première fois, l'effet immédiat d'une musique orientale sur le cerveau et le cœur a été étudié et comparé à la musique de Mozart, classiquement utilisée en musicothérapie. L'effet de la musique a été évident dans l'immédiat et soutenu tout le long de l'enregistrement, d'où les implications thérapeutiques qui pourraient en découler et le besoin, bien sûr, de continuer les recherches dans ce sens, d'entamer des études prospectives plus approfondies pour étudier l'effet au moyen terme et au long terme chez ces patients.
Donc voilà, merci pour votre attention. Je tiens aussi, vu que c'est le mois de sensibilisation à l'épilepsie, novembre, c'est Epilepsy Awareness Month. Donc le ruban violet, ça symbolise cette sensibilisation. Je vous invite à vous joindre à nous le 18 novembre. On va faire un webinaire à ce propos. Il y a une session qui pourrait être intéressante pour vous parce qu'on va discuter l'épilepsie et la dépression. Ça va être live sur notre page Facebook et on va discuter un peu l'effet de l'épilepsie sur les patients au Liban, en particulier les femmes. Et deuxièmement, la discrimination et l'épilepsie au Liban. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour les questions. Merci, docteur Abou Khaled. De fait, on a peut-être 1 minute ou 2 pour des questions avant de passer à l'intervention suivante. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous permettez. Oui. En fait, je suis très heureux qu'on ait pu présenter, que Karine ait pu présenter ce travail qui nous est très cher entre nous, entre nos deux universités, l'Université Saint-Joseph et l'Université Anthony. Et en fait, rappelez aussi que en fait, c'était Rebecca Khouri qui était une étudiante donc dans notre université qui a fait son master et qui son sujet de master était axé sur ce projet et elle a eu en fait c'est elle qui a eu cette idée et qui a déclenché notre collaboration en fait et qui aboutit maintenant à un résultat et je voudrais signaler le fait que nous avons ensemble d'aller de l'avant dans cette recherche et d'étudier un effet à moyen terme. Et également, si possible, ça je ne sais pas si on va pouvoir avoir ce moyen à l'Hôtel Dieu, c'est l'imagerie, donc la neuroimagerie médicale, donc essayer de vérifier ces effets de la musique, qu'est-ce que ça donne sur le plan de l'imagerie magnétique fonctionnelle. Oui. Est-ce qu'on a avancé de ce côté-là? En fait, ce qui est, donc comme tout ce qui se passe dans le pays, la radiologue avec qui on était supposé travailler, elle est maintenant aux États-Unis, donc elle a quitté avec sa famille. Donc elle vient de quitter il y a 1 ou 2 mois. Donc je vais essayer de foncer un peu dans cette direction parce qu'on a un nouveau radiologue qui est prêt à collaborer avec nous, mais qui m'a demandé de lui donner juste 1 mois le temps de s'adapter à l'hôpital et à tout ce qui se passe avant de parler recherche. Donc, j'espère le mois prochain, on va pouvoir avoir plus de réponses à... Parce que l'enjeu qui est là, c'est que nous puissions avoir vraiment la première recherche en neurosciences et musique au Liban. C'est la première et on souhaite avancer sur ce sujet. Je ne sais pas si Hervé Platel ou Olivier Bonneau sont avec nous, mais j'aurais beaucoup aimé pouvoir échanger avec eux à ce sujet, mais on pourra le faire tout à l'heure à la table ronde. Au moment de la table ronde, oui, bien sûr. Si vous voulez bien, on peut passer à la communication suivante, hein, pour de façon à ne pas prendre de retard sur l'horaire. Donc, j'ai la chance d'accueillir, nous avons la chance d'accueillir le docteur Amer Atiyeh, qui va nous parler de l'effet de l'écoute de musique monodique modale versus harmonique tonale sur, cette fois, la douleur et l'anxiété lors de la ponction de la fistule artério-veineuse en hémodialyse au Liban. Donc le docteur Amer Atiyeh est donc docteur en médecine, néphrologue, et chef du service de néphrologie à l'hôpital Al-Youssef, donc à Car, je pense, hein, voilà, donc au Liban. Et en fait, j'ai eu la chance d'assister à la soutenance de votre travail sur ce que vous allez présenter aussi aujourd'hui, alors que vous souteniez votre mémoire pour le DEA de musique et musicologie,
que vous avez réalisé avec la concentration musicothérapie, donc à l'Université Antonine. Voilà. Par ailleurs, vous êtes vice-président de l'Ordre des médecins à Tripoli et membre du Centre de recherche sur les traditions musicales, CRTM, à l'Université Antonine. Je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour, merci bien. J'ai déjà envoyé une vidéo enregistrée, s'il vous plaît, car j'ai un problème de communication, de connexion. Bonjour et merci bien, Monsieur le Président. Notre communication est sur l'effet de l'écoute de musique monodique modale versus harmonique tonale sur la douleur et l'anxiété lors de la ponction de la fistule artério-veineuse en hémodialyse au Liban. C'est une étude prospective randomisée contrôlée. Introduction, l'insuffisance rénale terminale, c'est une maladie chronique où les reins perdent plus de 85% de leur fonction. Un traitement conservateur associant le traitement de la maladie et les soins de support est recommandé chez ces patients dont l'espérance de vie est courte. L'hémodialyse, c'est un traitement de suppléance le plus répandu dans le monde concernant 93,5% des patients dialysés. C'est un circuit sanguin extracorporel permettant l'élimination des déchets métaboliques et le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique. C'est la machine de l'hémodialyse. La création d'une fistule artério-veineuse est nécessaire pour ce traitement extracorporel. Technique chirurgicale consistant à créer une communication permanente entre une artère et une veine, le plus souvent au niveau de l'avant-bras, afin d'augmenter le débit sanguin et la dilatation de la veine, permettant la ponction facilement et le branchement du système d'épuration extracorporel. La ponction de la fistule et le branchement, c'est-à-dire introduction de deux aiguilles, la première dite artérielle amènera le sang vers la machine pour y être filtré et la deuxième dite veineuse qui réinjectera le sang filtré dans la circulation du patient. Voilà la ponction de la fistule par deux grosses aiguilles. L'objectif, la ponction de la fistule artério-veineuse par deux grosses aiguilles au début de la séance d'hémodialyse constitue un événement douloureux et anxiogène qui se répète 3 fois par semaine. Parmi les traitements alternatifs, l'écoute de la musique avant et pendant cette ponction constitue une piste promoteuse. Des écrits médiévaux sur la musicothérapie ont fait état de l'existence d'un effet analgésique pour l'écoute de certains modes en fonction du profil psycho-moral des patients. Plusieurs études cliniques récentes ont mis le rôle bénéfique de l'écoute de la musique sur la douleur et l'anxiété, probablement liés aux effets de la musique sur les circuits de la récompense et la libération de dopamine et de sérotonine. Problématique, la douleur et l'anxiété font partie intégrante du processus du branchement en hémodialyse. Il y a une corrélation étroite entre la douleur et l'anxiété. Lorsque la douleur est diminuée de manière significative, l'anxiété ou le stress perçu l'est également. Ou au contraire, l'anxiété en lien avec le branchement augmente la sensation de douleur. L'hypothèse globale est de considérer que toute musique est porteuse de signification intrinsèque et extrinsèque. Ces significations seraient susceptibles de déclencher chez l'auditeur des effets cognitifs et ou émotionnels qui seraient modulés en fonction de l'histoire psychique personnelle. La musique classique orientale et occidentale serait une alternative intéressante et envisageable à proposer aux patients pour la gestion de la douleur et l'anxiété à la ponction de la fistule. Le bénéfice de l'écoute musicale serait optimisé par la plus grande adéquation de la musique écoutée avec la culture d'origine des patients et leurs habitudes d'écoute. La présente communication s'intéresse plus particulièrement à l'effet sur la douleur et l'anxiété de l'écoute par des hémodialysés libanais d'une séquence de musique d'art traditionnelle monodique modale du Mashriq et ce d'une manière comparative avec l'écoute d'une séquence de musique d'art européenne harmonique tonale. Le choix des séquences musicales s'est fait dans le sillage des études initiées par Franz Rocher dans les années 1990 dans la logique de l'effet Mozart
cognitifs et de effets Mozart neurologiques. La sélection de la séquence musicale du Mashriq s'est basée sur le critère de la conjonction d'une complexité grammatologique musicale sous-jacente avec fluidité attractive de la structure de surface. La caractérisation du K448 de Mozart, la sonate pour deux pianos en Ré majeur, se retrouve dans la Tahmilat Rast, séquence d'improvisation instrumentale concertante en responsorial sur un rythme dansant, mise au point initialement en 1920 par le violoniste syro-égyptien Sami Achawa et réinterprétée et enregistrée en 2008 par l'ensemble de musique classique arabe. Cette étude s'inscrit donc dans la perspective comparatiste effet Mozart versus effet Chawa. L'écoute de ces deux fragments musicaux est également confrontée à l'écoute du silence par le biais de l'isolement du patient par rapport au son et bruit de la salle d'hémodialyse grâce à un casque approprié. Critères d'évaluation, on a utilisé deux échelles d'évaluation. L'échelle HAD pour l'anxiété et l'échelle visuelle analogique EVA pour la douleur. Et en même temps, on utilisait l'échelle verbale simple pour les patients aveugles. Méthodologie, la première partie du questionnaire est relative aux informations psychophysiologiques générales. La seconde, dans le but d'investiguer la relation entre les patients et la musique. Pour les critères d'inclusion et critères d'exclusion, tous les patients ayant apposé les consentements éclairés du comité d'éthique et ayant fistule native sont inclus. Par contre, les patients non consentants n'ayant pas une fistule native et souffrant d'une perte auditive partielle ou complète sont exclus. 100 patients de 125 répondant aux critères d'inclusion sont divisés de manière aléatoire en deux groupes. Le groupe A comprend 75 patients qui vont passer par 3 étapes. Chaque étape dure une semaine et comporte 3 séances. Première étape, écoute de la séquence monodique modale. La deuxième, écoute de la séquence harmonique tonale. Et la troisième, isolement silencieux par casque anti-bruit. Le groupe B renferme les autres 25 patients servant comme un groupe témoin. Tous les patients seront évalués avant le début de l'étude par les deux échelles. La séance de musique commence avant le branchement, dès la préparation de la machine de dialyse jusqu'après la ponction de la fistule. Durée de la séance 10 minutes, une réévaluation sera faite après chaque ponction de la fistule, période de l'étude 4 mois. Dans le groupe expérimental, 63 patients ont réalisé le protocole dans son intégralité. 12 patients ont été exclus en raison d'accident vasculaire ischémique transitoire 1 cas, transfert vers un autre hôpital 1 cas, décès 2 cas, transplantation 1 cas, interruption du protocole 3 cas, complications au niveau de la fistule 3 cas et un patient intubé ventilé. Résultats et statistiques élémentaires. Premièrement, genre, 54% femmes et 46% hommes. L'âge, la majorité est entre 45 et 65 ans. État civil, la majorité des patients étaient mariés, 82,5%. L'occupation, la grande majorité des patients sont sans travail, 89%. Le niveau de scolarité, la majorité avait fait des études primaires, 53,9%, et 31,75% des patients n'étaient pas scolarisés. Pour la durée du traitement par l'hémodialyse et durée de la ponction de la fistule, la majorité était plus de 2 ans. Aucun des patients n'a une expérience musicale pratique. 71% disent aimer la musique. Parmi eux, 40% écoutent moins de 3 heures par semaine et aussi 40% écoutent entre 3 et 7 heures par semaine.
20% écoutent plus de 7 heures par semaine. Tous ces patients n'écoutent que la musique orientale. 29% répondent ne pas aimer la musique. Évaluation statistique. Premièrement, la douleur. En analysant les différentes caractéristiques des patients, il ne ressort qu'un seul facteur statistiquement significatif qui est l'importance de la musique, c'était la question si le patient aime ou non la musique en général. Il apparaît que la fréquence d'écoute de la musique par semaine chez ces patients aimant la musique n'a aucune valeur statistique signifiante. Dans les 3 groupes expérimentaux, la musique occidentale, orientale et le silence, nous avons vraiment une valeur statistique significative. P est inférieur à 0,05. Regardons ici le courbe du pourcentage de l'absence de douleur, selon qui aime la musique. On trouve une augmentation de 0% pré-test à 6,7% avec la musique occidentale, à 22,2% avec la musique orientale et à 28,9% avec le silence. C'est pareil pour la douleur faible. Nous avons une augmentation du pourcentage de 2,2% à 40% avec la musique occidentale, 55,6% avec la musique orientale et à 53,3% avec le silence. À l'opposé, le pourcentage de la douleur modérée a été diminué de 57,8% pré-test à 42,2% avec la musique occidentale, à 20% avec la musique orientale et à 17% avec le silence. Une même amélioration a été révélée pour le pourcentage de la douleur intense, une diminution de 40% à 11% avec la musique occidentale, à 2,2% avec la musique orientale et à 0% avec le silence. Ici, pour le courbe du pourcentage de l'absence de douleur chez patients qui n'aiment pas la musique, nous n'avons pas une amélioration avec la musique occidentale, mais une amélioration seulement à 5,6% avec la musique orientale et à 11% avec le silence. Pour la douleur faible, nous avons une augmentation du pourcentage de 0% à 22,2% avec la musique occidentale et à 38,9% avec la musique orientale et le silence. Par contre, une diminution du pourcentage de la douleur modérée de 61% à 44,5% avec la musique occidentale et à 38,9% avec la musique orientale et à 33,3% avec le silence. Pour la douleur intense, nous avons une diminution du pourcentage de 38,9% à 33,3% avec la musique occidentale, 16,6% avec la musique orientale et le silence. Deuxièmement, l'anxiété. Aucun facteur prédictif de réponse à l'effet de la musique sur l'anxiété statistiquement significatif n'a été observé. Malgré qu'on n'ait pas une corrélation statistique significative, on a détecté une corrélation statistique descriptive. En outre, il n'y avait pas de différence significative entre ces 3 groupes. Nous avons une augmentation du pourcentage de l'absence d'anxiété de 52,4% à peu près 74% dans les 3 groupes et une diminution du pourcentage de l'anxiété modérée de 31,7% à peu près 20% dans les 3 groupes et finalement une diminution de l'anxiété majeure de 15,9% à peu près 4% aussi dans les 3 groupes. Donc, nous avons détecté seulement une corrélation statistique descriptive. Ce résultat peut être expliqué
de la façon suivante des items HAD ne peuvent pas être tout clairement compris et quantifiés par nos patients. On ajoute que la plupart parmi eux ont un niveau socio-économique et culturel bas. En plus, des auteurs expliquent que recevoir depuis longtemps une hémodialyse améliore la capacité d'adaptation à l'anxiété. Troisièmement, la corrélation douleur-anxiété. Les analyses statistiques ont mis en évidence de corrélations entre la douleur et l'anxiété, de résultats statistiquement significatifs dans les 3 groupes expérimentaux. La valeur P était inférieure à 0,05 dans les 3 groupes. Des améliorations significatives ont été observées en même temps sur l'intensité de la douleur et le niveau de l'anxiété dans ces 3 groupes. Cette efficacité est plus remarquable dans les 2 groupes de la musique orientale et du silence que dans le groupe de la musique occidentale, mais avec les produits incluant sans anxiété et anxiété modérée. Par contre, on n'a pas révélé d'une différence significative entre ces 3 groupes avec les produits incluant l'anxiété majeure. Nous ayons choisi et utilisé 3 types d'interventions musicales dans notre étude. On remarque la supériorité d'efficacité de la musique classique orientale et du silence sur la musique occidentale. Ce résultat nous permet de dire qu'il faut respecter la culture familiarisée des patients et en même temps respecter l'entière autonomie du patient, où il est préférable de leur laisser le choix de leur culture. Ce qui fut étonnant dans notre recherche est que le silence ait le même effet analgésique et anxiolytique que la musique classique orientale. Tous nos critères cités nécessitent d'être réévalués et confirmés sur un plus grand nombre d'échantillons de patients d'hémodialysés. Cette recherche préliminaire a permis de répondre clairement à l'objectif principal qui était d'évaluer les effets de la musicothérapie réceptive sur la douleur des patients hémodialysés lors de la ponction de la fistule. Il apparaît que la musicothérapie apporte un soutien psychologique très bien accepté par les patients. Cliniquement parlant, la musicothérapie est considérée comme un traitement adjuvant et ne se substitue en aucun cas aux autres traitements antalgiques et notamment pharmacologiques. La musicothérapie au sein de l'équipe pluridisciplinaire du service hémodialyse est une nouvelle arme thérapeutique inhabituelle, très appréciée, dénuée d'effets secondaires. Conclusion, les énoncés musicaux donnés à entendre étaient anxiolytiques et analgésiques en vertu de leur structuration interne du point de vue mélodique et rythmique. La musique classique orientale était plus particulièrement performante dans l'analgésie et la tranquillité où elle appartient au monde sonore musical auquel le patient est familiarisé culturellement. L'utilisation du silence comme intervenant en isolant le patient de son environnement, c'est-à-dire de tout agent acoustique et même visuel, lui permet de soulager la douleur et l'anxiété lors du branchement en hémodialyse. Les résultats ont montré un effet réducteur de l'intensité de la douleur pour l'écoute musicale et pour l'isolement silencieux, avec un résultat significativement meilleur pour l'effet Shawa et pour l'effet silence, au détriment de l'effet Mozart. Une réduction de l'anxiété a été également observée, mais seulement dans la corrélation statistique descriptive. La musique est un ressenti subjectif et l'intervention musicale nécessite d'être personnalisée aux inspirations et préférences du patient selon sa culture. Une intervention personnalisée renforce l'adhérence thérapeutique. Les interventions musicales devraient être utilisées et appréciées dans tous les hôpitaux publics ou privés, chez tous les patients, notamment ceux qui sont socialement défavorisés. Finalement, merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Président.
Voilà, cette intervention très documentée et et très intéressante. On a quelques minutes, donc on peut imaginer quelques questions. Effectivement, on peut laisser la parole pour quelques questions, une ou deux probablement. Ma question serait en fait, qu'est-ce qui... Bon, je suis très heureux que vous ayez pu présenter ce travail qui nous est très cher à la faculté de musique, musicologie. On est très heureux de tout votre parcours. Bonjour. Cher docteur Attié. Est-ce qu'il y aurait-il un lien possible? Je ne sais pas si vous avez assisté à la séance de Madame Lara Wakim qui présentait l'effet Brunet, le protocole Brunet, donc avec l'usage du propranolol, donc la musique qui est appelée à se substituer à ce bêta-bloquant pour le syndrome post-traumatique. Ce qu'on a la présentation de Dr Karine Abou Khaled précédemment concernant la réduction de l'épilepsie, la réduction des signes électroencéphalographiques de l'épilepsie et qui serait lié probablement au système parasympathique, donc à une activation du système parasympathique. Est-ce que vous n'êtes pas neurologue, mais vous avez un travail très intéressant concernant la réduction de la douleur et de l'anxiété dans le cadre de cette situation de ponction de la fistule artério-veineuse pour les hémodialysés. Donc la musique pourrait avoir un effet là anxiolytique et analgésique. Est-ce qu'il y aurait-il quelque chose de commun entre ces trois situations à votre Allô? Ah oui, j'ai rien entendu, professeur. Ah, bon. La dernière question, j'ai pas entendu. Bon, c'est une question. Est-ce qu'il y a un lien, à votre avis, avec l'effet sédatif sur les signes électroencéphalographiques concernant l'épilepsie, concernant l'histoire du propranolol qui serait utilisé pour réduire le syndrome post-traumatique, mais alors qui pourrait être remplacé par la musique? Et dans votre étude, y aurait-il quelque chose qui serait de l'ordre d'un effet bêta-bloquant de la musique? Voilà ma question. Vous ne m'avez pas entendu. Est-ce que Monsieur Vray, vous auriez peut-être quelque chose à dire dans ce sens-là? Oui, oui, moi, cette intervention du docteur Attié m'évoque, c'est en fait tous les travaux qui sont faits en France, notamment avec la société Music Care, qui en fait propose un travail de même type dans différentes situations pathologiques ou thérapeutiques anxiogènes, hein, créant de l'anxiété, créant de la douleur, créant des troubles du sommeil, etc. Enfin, et en fait qui vient répondre avec ce que j'appelle cette musicothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il va utiliser essentiellement les effets de la musique et qui en fait met en évidence le fait que ce sont les musiques familières qui donnent le plus d'efficacité. Les musiques familières, celles avec lesquelles le patient se sent plus en empathie, en sympathie, plus il se sent bien, il se sent mieux dans cette musique, et généralement c'est celle-ci qui fonctionne. Alors vous avez fait effectivement pour votre recherche ce travail un petit peu entre versus musique modale versus musique tonale, voilà, et en fait on voit qu'effectivement c'est de manière extrêmement significative la musique la plus familière de ces personnes qui en fait révèle le plus d'efficacité. Alors je dis effectivement
est-ce que c'est parce que c'est une musique orientale ou parce que c'est une musique occidentale, ou alors tout simplement parce que c'est une musique très familière, hein, celle à laquelle ils sont habitués. C'est un peu ce que j'ai compris dans les commentaires et conclusions que vous faites de votre étude. Et je me dis qu'au fond, le travail que propose Music Care, cette société-là, c'est le docteur Stéphane Guettin, le docteur en musicologie, docteur en psychologie, pardon, Stéphane Guettin, qui donc a qui a développé cette société Music Care, et en fait, à partir d'une application donc téléchargeable, fait en sorte que le patient, la personne peut, au moment de la séance, choisir elle-même la musique qui lui conviendrait le mieux. Donc en fait, elle fait le choix d'une certaine familiarité avec sa musique, et c'est elle qui fait le choix de sa musique. Et ça, je pense effectivement à ce procédé qui en fait me semble un petit peu de même nature que ce que vous avez proposé dans votre étude. Si vous me permettez, je veux demander si vous avez une expérience ou une idée sur l'effet du silence en dehors du traitement musicothérapie en groupe. Oui. Alors, personnellement, non, c'est d'ailleurs un des résultats les plus surprenants en fait, de votre étude, et je trouve que c'est intéressant. Du coup, c'est le silence, puisqu'en fait, là, je crois que si j'ai bien compris, les personnes pendant la séance de dialyse sont avec un casque anti-bruit qui leur permet de pouvoir s'isoler sensoriellement de toute cette... Isoler sensoriellement et visuellement aussi. C'était très important. Voilà. Alors, c'est à la fois surprenant et en même temps, ce qui peut-être ne me surprend pas, c'est quand on connaît, quand on a une idée du caractère très bruyant et remuant, tout en mouvement, des salles de dialyse, quoi, hein, et qui effectivement, le fait d'être centré sur soi peut aussi permettre d'apaiser et la douleur et une certaine forme d'anxiété aussi, hein. Voilà, mais je ne connais pas d'autres études qui mettent en évidence comme ça cette valeur significative, cette importance significative du silence dans ce type de traitement. Ok, merci. Peut-être on pourra reprendre après, là, au moment de la table ronde, peut-être si d'autres questions viennent. On peut être maintenant, oui, il est l'heure, donc il faut qu'on puisse maintenant donner la parole à nos deux intervenantes qui suivent. Donc, il s'agit là d'une intervention sur l'effet à court terme de l'écoute de musique monodique modale et harmonique tonale, cette fois donc sur les signes vitaux et l'état comportemental d'enfants prématurés au Liban. Donc cette intervention, cette communication est donc le résultat de travaux qui ont été menés par Madame Lama Sharafeddine, qui est professeure associée de clinique pédiatrique et néonatologie et directeur du programme d'intervention précoce et de soins de développement dans le département de médecine pédiatrique et de l'adolescent au centre médical de l'Université américaine de Beyrouth. Et puis, Madame Lindsay Abou Malham, qui est éducatrice musicale et qui vient donc de soutenir son DEA de musique et musicologie, concentration musicothérapie à l'Université Antonine. Donc, je vous laisse la parole. Alors, merci bien. J'ai déjà envoyé une vidéo que j'espère qu'on va mettre maintenant, si vous voulez. Bonjour, je m'appelle Lindsay Abou Malham, je suis étudiante à l'Université Antonine de Beyrouth en musique et musicologie, option musicothérapie, et je vais vous présenter aujourd'hui mon étude qui est intitulée « L'effet à court terme de l'écoute d'une séquence musicale monodique modale versus harmonique tonale sur les signes vitaux et l'état comportemental des enfants prématurés au Liban ». Je vais maintenant partager mon écran avec vous. Alors, l'introduction. Diverses études cliniques ont mis en exergue le rôle bénéfique que peut exercer l'écoute musicale et celle de la voix chantée parentale sur les signes physiologiques
et les facteurs comportementaux des enfants prématurés. Ces études ont cependant employé essentiellement des séquences musicales relevant du système harmonique tonal occidental. L'hypothèse qui se trouve à la base de cette approche est qu'un tel effet serait optimisé en fonction du degré d'adéquation de la musique diffusée auprès de l'enfant prématuré avec la culture d'origine de ses parents et leurs habitudes d'écoute, notamment pendant la gestation, mettant en avant les spécificités systémiques mélodiques culturellement différenciées de la musique donnée à entendre à l'enfant prématuré. L'étude est réalisée auprès d'enfants prématurés libanais séjournant dans l'unité de soins intensifs néonatales du centre médical de l'Université américaine de Beyrouth. Revue de littérature. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études ont en outre évalué en Occident l'effet de l'audition de séquences musicales sur divers aspects de la santé des adultes et des enfants. Plus particulièrement, plusieurs études cliniques ont mis en exergue des effets bénéfiques à court terme de l'exposition d'enfants prématurés à l'audition de séquences musicales ou au chant maternel. Cette audition semble pouvoir impacter favorablement la fréquence cardiaque, stabilisation et diminution, la fréquence respiratoire, stabilisation et diminution, et ou la saturation en oxygène, augmentation. La variabilité du rythme cardiaque, VRC, est en effet un indicateur sensible qui reflète les changements touchant au système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Ce système est généralement immature chez les prématurés, puisqu'il se développe entre la 31e et la 38e semaine de gestation, en sorte que la VRC reflète l'influence que peut avoir le développement de l'activité parasympathique sur l'activité cardiaque de l'enfant prématuré. De même, les effets bénéfiques de l'exposition à la musique se traduisent-ils dans d'autres études par la réduction des épisodes de pleurs, par l'amélioration de la prise alimentaire et par la diminution de la durée du séjour à l'hôpital. Tandis que d'aucunes font état d'une diminution des expressions du stress et de la douleur chez les nourrissons nés à terme et les prématurés. Ces études ont cependant employé exclusivement la langue musicale harmonique tonale occidentale. Plus récemment, 2 études cliniques se sont intéressées néanmoins aux effets bénéfiques que peut avoir sur les signes physiologiques et ou la douleur des prématurés. L'exposition, durant leur séjour au service de néonatologie, à l'écoute de musique orientale de système monodique modal, cantation de versets du Coran et chants profanes interprétés par Fayrouz, du Levant, que les mères auront écouté pendant la gestation. Une autre étude a mis en exergue l'effet bénéfique immédiat de l'écoute musicale sur la symptomatologie électroencéphalographique chez les enfants épileptiques libanais, et ce en tenant compte d'une contextualisation culturelle. Aussi, cette étude a-t-elle employé d'une manière comparative et alternative une séquence musicale relevant de la langue harmonique tonale, le fameux K448 de Amadeus Mozart, et une séquence relevant de la langue monodique modale, une danse enregistrée par le violoniste syro-égyptien Sami Chawa. C'est donc du conditionnement culturel prénatal de l'écoute musicale de l'enfant prématuré et de ses réactions physiologiques et comportementales à cette écoute que la présente étude se préoccupe. Les objectifs. L'hypothèse que celle-ci est encline à soutenir est en somme que l'optimisation de l'effet de la musique serait liée à la plus grande adéquation de la musique diffusée auprès de l'enfant prématuré avec la culture d'origine des parents et leurs habitudes d'écoute, notamment pendant la gestation. En d'autres termes, si les parents levantins sont généralement susceptibles d'écouter majoritairement des musiques relevant du système monodique modal, cela signifie que, du fait de l'exposition de leurs nourrissons en phase intra-utérine à ce type de musique, ces enfants seraient préparés à ce que leur perception de séquence monodique modale en phase néonatale puisse susciter chez eux des réactions physiologiques et comportementales qui seraient mieux adaptées que dans le cas de la perception de musique relevant d'autres systèmes. Cette étude vise en conséquence à étudier les effets à court terme au cours de l'hospitalisation en unité de soins intensifs néonatales que peut avoir sur les paramètres physiologiques et comportementaux.
l'exposition d'enfants prématurés libanais à 2 séquences musicales relevant l'une du système monodique modal, levantin, et l'autre du système harmonique tonal. Quant à la contextualisation personnelle, elle consiste dans la mise en relation des résultats de l'exposition aux séquences musicales avec le type culturel des séquences que la maman faisait écouter, le cas échéant à son bébé intra-utérin. Cette étude est appelée à être suivie d'une étude de l'effet à long terme sur 2 ans de l'écoute musicale chez ces mêmes enfants. 90 nouveau-nés prématurés seront inclus dans l'étude. 30 enfants écouteront la musique levantine monodique modale, 30 enfants écouteront la musique harmonique tonale et 30 n'écouteront aucun type de musique. Les résultats sur le plan du développement seront évalués de 18 à 24 mois, puis à 36 mois, à l'aide des questionnaires sur les âges et les stades ASQ et l'échelle Bailey pour le développement du nourrisson, version 3. Alors, les questions de recherche. Cette étude est donc appelée à répondre aux questions de recherche suivantes. Y aurait-il un changement remarquable à court terme, avant, pendant et après l'écoute d'une séquence musicale sur les facteurs physiologiques et comportementaux du nourrisson? 2. Cette relation serait-elle sujette à une contextualisation culturelle et systémique musicale, monodique modale versus harmonique tonale précise? 3. Y aurait-il une relation entre les antécédents d'exposition sonore et musicale intra-utérine et les effets de l'exposition musicale de l'enfant prématuré sur les paramètres vitaux susmentionnés? 4. Dans quelle mesure la musicothérapie comme médiation musicale et vocale peut-elle être un soutien à la stabilité physiologique et au développement comportemental de l'enfant? Maintenant, on va parler des choix des séquences musicales. Le choix et la configuration des 2 séquences musicales à tester s'est fait en fonction de critères musico-perceptifs et de critères musico-systémiques précis. Critères musico-perceptifs. Les critères psychoacoustiques et cognitifs élus pour la configuration des séquences à tester s'identifient dans cette étude aux normes prescrites par l'Académie américaine de pédiatrie, en soulignant le fait que l'enfant ne doit pas être trop stimulé ni submergé. 1. Un plafond de 45 décibels pour l'intensité. 2. Plafond de 500 Hz pour la fréquence, en raison de l'atténuation des hautes fréquences chez le fœtus. 3. Dynamique constante. 4. Rythme simple non syncopé. 5. Phrasé musical simple sans ornementation. Et 6. Tempo cadré sur la fréquence cardiaque maternelle, 70 à la minute. Critères musico-systémiques. Ainsi, les 2 séquences testées sont-elles supposées être très proches entre elles selon les paramètres perceptifs précités, tout en différant du point de vue de l'échelle modale, tonale et de la texture. Le choix de la séquence monodique modale pour représenter le contexte culturel levantin s'est fait sur la base des critères suivants. 1. Mode mélodique très usuel au Levant. 2. Mode construit sur une échelle zalzalienne, associant des secondes moyennes 3/4 de ton, variant autour de 150 cents, et des secondes majeures, un ton, variant autour de 200 cents. Cette norme étant prédominante dans les traditions musicales d'Asie occidentale. 3. Formulation mélodique modale traditionnelle, simple et majoritairement conjointe. 4. Morphologie rythmique très simple, proche des comptines enfantines. Et 5. Texture monodique homophone. Le choix de la séquence harmonique tonale pour représenter le contexte culturel européen s'est fait sur la base des critères suivants. 1. Mode majeur supposé être gai. 2. Tonalité construite sur une échelle diatonique associant des secondes majeures, un ton, variant autour de 200 cents, et des secondes mineures, un demi-ton, variant autour de 100 cents. Cette norme étant de rigueur dans les musiques européennes des 8 derniers siècles. 3. Formulation mélodique simple et majoritairement conjointe. 4. Morphologie rythmique très simple, proche des comptines enfantines. Et 5. Texture polyphonique simple, harmonique, homophone. En ce qui concerne la séquence du système harmonique tonal,
la combinaison de critères musico-perceptifs avec les critères musico-systémiques ne pouvait que privilégier des énoncés musicaux de caractère très enfantin. C'est bien entendu le cas de l'exposition des variations pianistiques de Amadeus Mozart sur la comptine à vous dirai-je maman, K265, qui emploie l'échelle diatonique de Do majeur et qui présente une texture polyphonique extrêmement simple de traitement harmonique homophone. En ce qui concerne la séquence de système harmonique tonal, c'est également le cas du Bashraf-Ras didactique qu'a composé Nida Aboumrad dans une visée didactique en 2002, basée sur le mode Rast, extrêmement usuel au Levant et réputé pour être détosqué. Cette composition est en effet centrée sur la mélodie type de ce mode qui figure dans l'épître sur la pratique musicale de Mkhaïl Macheka et qui consiste dans l'écrènement ascendant puis descendant du pentacorde de base de ce mode. Aussi, cette mélodie est-elle identifiée à la ritournelle taslim du Bashraf, à laquelle sont adjointes 5 khanates, sortes de couplets très brefs, dont l'allure rythmico-mélodique n'est pas sans rappeler celle de la comptine mozartienne K265. Quant à la réalisation sonore de ces deux séquences, elle repose sur un son synthétisé de violoncelle pour respecter le plafond de 500 Hz, avec un traitement harmonique minimaliste pour la comptine mozartienne et un traitement monodique strict pour le Bashraf. Alors, l'étude clinique s'adresse à des nouveau-nés de grande et moyenne prématurité et concerne l'effet à court terme de la perception de ces séquences musicales sur la variation des 4 paramètres, fréquence cardiaque, respiratoire, saturation en oxygène et l'état comportemental. Alors, l'étude à court terme, il y aura un échantillon de 10 enfants prématurés et répartis aléatoirement sur 3 groupes. Le premier groupe est exposé à la séquence de système monodique modal. Le deuxième groupe est exposé à la séquence de système harmonique tonal. Et le troisième groupe s'identifie au groupe témoin. Le déroulement. Chaque enfant est exposé à 6 séances, chacune de 10 minutes d'écoute pendant 2 semaines, durant son séjour dans le service de néonatologie, à raison de 3 interventions en moyenne par semaine. Les paramètres physiologiques sont mesurés avant, pendant et après l'écoute musicale. Il en est de même pour l'observation de l'état comportemental. Cette étude était supposée être réalisée au printemps et en été 2020, mais à cause du Covid et du confinement, on s'excuse de ne pas pouvoir vous présenter les résultats maintenant. Mais les résultats vont figurer bien sûr dans l'article qui va être publié bientôt. L'étude est en cours de réalisation au service de néonatologie de l'hôpital de l'Université américaine de Beyrouth. Elle est ensuite appelée à être suivie d'une étude de l'effet à long terme sur 2 ans de l'écoute musicale chez ces mêmes enfants. Alors, les résultats attendus, les nourrissons prématurés exposés à la séquence monodique modale par rapport à la séquence harmonique tonale ou à l'absence de la musique peuvent montrer stabilisation de la fréquence cardiaque, stabilisation de la fréquence respiratoire, meilleure autorégulation et augmentation de la saturation en oxygène, meilleurs résultats neurodéveloppementaux à 18, 24 et 36 mois. Les résultats de cette étude peuvent informer sur les avantages de l'utilisation des monodies modales pour améliorer les résultats à court terme et à long terme des enfants prématurés. Merci bien. Merci beaucoup. Quelques minutes peut-être avant de couper cette session, cette séance, peut-être qu'il y a quelques questions dans la salle, si j'ose dire. Je regrette que les professeurs Olivier Bonneau et Hervé Platel et Philippe Lalitte également ne soient pas parmi nous. Ils auraient pu faire des évaluations un peu, rebondir sur ces 3 présentations. Mais en tout cas, ce serait pas mal si vous pouviez nous faire vous-même Monsieur Vray, oui. Quelques commentaires. Oui, bah écoutez, je trouve que c'est une perspective de travail et un travail réalisé là qui est tout à fait intéressant et en phase aussi avec d'autres recherches qui sont dans le même domaine de la prématurité, avec tous ces enfants prématurés
qui est leur famille. C'est-à-dire, c'est ça que je voulais aussi poser comme question, c'est-à-dire, au fond, là, on voit très bien le protocole de la recherche. Je me posais la question en même temps en disant, mais quelle est la place là qui est donnée à la relation avec la maman, qui est au moins la maman qui est là avec son bébé prématuré, et est-ce qu'il y a aussi des interactions entre ce qui se passe pour le bébé et puis aussi quelque chose que vous avez pu observer de manière plus empirique peut-être, mais même si ce n'est pas, puisque ce n'est pas là votre focale d'observation, mais avec aussi la famille présente, et est-ce qu'il y a aussi des modifications comportementales ou des effets qui sont aussi observables chez l'entourage de ce bébé? Alors, en ce qui concerne la relation avec la maman va être toujours présente quand on va faire l'étude. Elle est toujours à côté de son enfant, elle est toujours présente à côté de lui, elle va assister à toute la procédure qu'on va faire. Il y aura un questionnaire qui va être présenté avant de faire l'étude à la maman et au papa, juste pour savoir ce que l'enfant écoutait, ce que le fœtus en fait écoutait quand il était dans le ventre de sa maman. Et alors, ce qui est nécessaire, ce qui est très principal dans cette étude, c'est qu'on va voir ce que la maman entendait avant et la relation avec les résultats qui vont être présentés après l'étude. D'accord. J'ai là une ou deux questions qui sont arrivées par texto personnel d'une collègue française qui est extrêmement concernée par ce travaux de recherche en néonatologie et qui se pose la question, qui vous pose la question en fait, à quel terme ont été inclus les bébés? À quel terme? Et aussi, oui, quelle est la grille d'évaluation? Quel type de grille d'évaluation vous avez pu utiliser pendant la phase 1 de la recherche? Ah oui, elle est en train de demander, alors c'est jusqu'à quelle prématurité on va inclure dans l'étude? Oui, voilà. C'est la prématurité moyenne et la grande prématurité. On ne va pas inclure l'extrême prématurité dans l'étude, dans cette étude. D'accord. Voilà. Et alors, ça sera 28e semaine et plus. 28e semaine et plus. Voilà, oui, oui. Donc ça donne effectivement, c'était important de pouvoir le dire, puisque les résultats, bien sûr, ne sont pas les mêmes en fonction aussi du degré de prématurité dont il est question. Et après, oui, j'ai déjà mentionné ça. Oui. Excusez-moi. Oui, j'étais en train de dire que j'ai mentionné ça dans la présentation, que c'est la moyenne et la grande prématurité. C'est ça. Donc, il y aura plus d'explications lorsque l'article pourra paraître avec les résultats de l'étude. D'accord. Est-ce que vous avez une grille d'évaluation comportementale dans la première phase, justement? Quel type de grille d'évaluation vous utilisez? Oui, sûrement. On a une grille. La grille, c'est tout ce qui est l'état comportemental, par exemple, les yeux qui bougent, les mains. C'est une grille, en fait, qu'on a trouvée dans la littérature, qui ont déjà fait des études sur cette grille même, et qu'on va utiliser dans cette étude. Avant de faire l'étude à long terme, qui va inclure la grille de Bailey, qui est en rapport avec l'état comportemental de l'enfant, et la ASQ, qui sont une série standard de mesures qui sont développées principalement pour évaluer le développement des nourrissons et des tout-petits, l'échelle cognitive, la langue, moteur, et tout ça. C'est l'étude à long terme. Écoutez, je vous remercie beaucoup, ainsi que vos autres collègues qui ont participé à cette 13e séance. Peut-être qu'on va devoir arrêter là, de façon à laisser un tout petit peu quelques minutes pour souffler avant de pouvoir se connecter pour la conférence de Jean Durigne. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis on se retrouve sur la session suivante.